Bonjour et bienvenue dans le face-à-face entre Bruno Jeudi de Paris Match et David Revaud-Dallon du Monde. Bonjour messieurs. Bonjour Roselyne. Après, c'est toujours scientifique votre bonjour parce que c'est vraiment la chorale. Après le coup de massue des attentats du 13 novembre, eh bien, le président François Hollande a entamé sa tournée diplomatique. Hier Washington, aujourd'hui Merkel, demain Poutine. Un président qui tente de monter cette coalition unique. Alors, François Hollande voulait enrôler hier Barack Obama. A-t-il réussi ? En tout cas, la cause française, la cause de François Hollande et de la France était déjà entendue par Barack Obama, puisque je rappelle que c'était le premier chef d'État à l'avoir contacté dans la nuit qui a suivi les attentats, et qu'à ce moment-là, à 4 heures du matin, Obama dit à François Hollande qu'il y aura une coopération militaire intensifiée, et notamment la fourniture de renseignements, puisque ce sont les renseignements américains qui ont permis à la chasse française d'intensifier les frappes depuis les attentats. Je crois que du point de vue de la relation Paris-Washington, il n'y a pas vraiment... Il y avait eu une brouille quand même depuis 2013 sur quand Obama avait tiré le tapis sous les pieds d'Hollande, qui était prêt à bombarder la Syrie. Effectivement, après Obama, on peut dire, c'est le mot d'un conseiller du président, nous a lâchés en rase campagne, et donc nous étions seuls pour frapper le régime de Bachar, nous avions abandonné. Là, je crois qu'on est sur la même longueur d'onde, on est sur une coopération militaire et diplomatique qui fonctionne. C'est le premier étage de la fusée diplomatique de François Hollande cette semaine, et c'était pas le plus compliqué, c'était même, je dirais, presque le plus simple, parce que demain, aujourd'hui, nous allons avoir la réception de Merkel à l'Élysée, et puis surtout le déplacement à Moscou, et c'est celui-là, avec Vladimir Poutine, qui va poser problème. Qu'est-ce qui peut attendre François Hollande de Merkel, de l'Allemagne, qui est un peu à la fenêtre de l'histoire? Alors, on a leur solidarité, on a leur compassion, mais on a les discours, on n'a ni l'armée, ni l'argent. On a les mots réconfortants, et pour l'instant, on n'a pas grand-chose de plus. Écoutez, je pense qu'il faut globaliser. Comme dans toute l'Europe d'ailleurs. Je pense qu'il faut globaliser. François Hollande, effectivement, est lancé, vous l'avez dit, dans un marathon diplomatique. Il est à l'offensive et on verra à la fin de semaine ce qu'il aura obtenu. On voit bien que pour l'instant, les contacts sont bons, l'accueil évidemment est chaleureux et c'est normal compte tenu de ce qui est arrivé à notre pays. Maintenant, on attend des choses concrètes. J'ai trouvé que Barack Obama n'avait pas été très précis dans les mots qu'il a employés. On les voyait très bavards tous les deux. Mais on voit bien que de toute façon, vous l'avez dit, Barack Obama a beaucoup à se faire pardonner sur ce dossier. À mon avis, c'est plutôt du côté aujourd'hui de Moscou qu'on risque d'avoir, qu'on attend des choses précises. Et on sent que c'est peut-être les plus allants maintenant, compte tenu du fait qu'au moins la France et la Russie sont unis, sont sans doute les plus motivés pour frapper Daesh. Ce qui, pour l'instant, ne semble pas réellement le cas de la part des Américains et encore moins de la part des Européens qui, pour l'instant, je crois, à part quelques avions irlandais et peut-être anglais, il n'y a pas grand-chose de concret à l'horizon. Nous avions eu exactement la même discussion, souvenez-vous, à l'époque de l'opération Serval au Mali, où nous avions sur ce plateau déploré effectivement le fait d'être totalement seul en race campagne. Ça n'a pas changé. Par rapport aux nations européennes. Alors, il y a quand même quelque chose qui nous donne, si j'ose dire, une dynamique ou une force, c'est les attentats. Parce que là, pour le coup, la cause française est entendue. Elle peut être partagée par Moscou, puisque vous vous souvenez qu'il y a 2 semaines, il y a eu ce crash d'un avion russe suite effectivement à une bombe de Daesh. En revanche, pour ce qui est de la mécanique diplomatique autour de la formation d'une coalition, on en est extrêmement loin. Et l'incident qui a eu lieu hier dans l'espace aérien syrien avec un avion russe qui a été abattu par la Turquie montre que sur le terrain ça va être extrêmement compliqué de mettre tout le monde d'accord et sur les mêmes parce que personne n'a les mêmes objectifs au fond. Oui. Mais tout à l'heure vous avez employé un mot intéressant, vous avez employé le mot coordination, et c'est vrai qu'à l'Élysée on ne dit plus coalition, on dit coordination. Alors pourquoi ce changement de mots alors que sur le terrain intérieur on parle de guerre? Il y a une forme de réel politique. D'abord, dans les premiers temps, on a poussé le curseur au maximum de la riposte. Ça a été le cas sur le plan sécuritaire-militaire et sur le plan diplomatique. Après, la réalité s'impose à François Hollande. De coalition, il ne peut pas y avoir, vous l'avez dit, parce que chacun, dans cette région extrêmement compliquée, dans cet Orient compliqué, a des objectifs absolument différents. Russie, Iran, Syrie, Arabie Saoudite. Le cas Bachar qui continue à diviser quand même. Et bien sûr, le cas de Bachar. Voilà, l'Occident. Donc la coordination, elle est possible. La coalition, à l'évidence, elle ne l'est pas. Oui, mais alors, vous avez noté tout de même qu'il y a eu un changement de ligne aussi
de la part de François Hollande. Et bien sûr, ce sont les attentats qui ont changé complètement la donne. Il a rééchelonné les priorités. Voilà, la priorité, c'était le départ de Bachar. Aujourd'hui, la priorité, c'est Daesh. C'est la lutte contre Daesh, anéantir Daesh, comme dit Jean-Yves Le Drian. Donc, effectivement, il a fait un pas en direction d'une coordination, voire d'une alliance avec... il a été plutôt sur la ligne Le Drian, parce que la ligne... Oui, absolument. Il y a eu un glissement. On est plus sur la ligne Fabius, ça c'est clair. Voilà. Oui, mais normalement, c'est le président de la République qui décide de la politique étrangère de la France. Il ne se rallie pas à un ministre, à la ligne d'un ministre. Normalement, c'est lui qui l'a défini. Vous avez raison, mais d'abord, il y a un changement de ligne, mais derrière ce changement de ligne, on voit l'influence croissante de Jean-Yves Le Drian sur l'ensemble des dossiers. Il y avait déjà eu une première inflexion à la fin du mois d'août, quand on décide de frapper les sites de l'État islamique en Syrie. Fabius était opposé à cela, et Hollande était lui-même opposé à cela, conformément à la ligne Fabius. Et puis il s'est aperçu d'une part qu'il y avait quand même des liens directs entre ce qui se passait en Syrie dans l'État islamique et ce qui se passe chez nous en termes d'attentats. Et puis il y avait un besoin diplomatique d'afficher une démonstration de force. Même Fabius, en début de semaine, a lui-même dû faire un pas de côté par rapport à sa ligne, en expliquant que Daesh, au fond, c'était 30 000 hommes et que si on s'y mettait tous, on arriverait à les anéantir. Donc c'est quand même, on voit, sans se renier, sans évoluer, sans prononcer les mots qu'on attend peut-être sur Bachar, il évolue. Alors, mais François Hollande refuse, enfin l'Élysée refuse de dire qu'il y a eu un changement de ligne. Oui, bien sûr. Et il s'agit de ne pas perdre la face sur ce dossier. Ça voudrait dire qu'il aurait eu tort quand on change d'avis, c'est qu'on s'est trompé. Bachar est le diable et que le refus de discuter avec lui est l'alpha et l'oméga de la politique française au Proche-Orient, en Syrie. Aujourd'hui, effectivement, c'est compliqué d'expliquer qu'on a changé du tout au tout et qu'on est passé à la position inverse. En revanche, ce qui est clair, c'est que ce sont les attentats du 13 novembre qui ont radicalement et littéralement atomisé la position française sur la Syrie, qui n'est plus défendable et qui d'ailleurs a été très critiquée, notamment de la part de beaucoup d'observateurs, de bons connaisseurs du Proche-Orient, parce qu'elle n'était pas considérée comme pas réaliste. Mais là encore, que de temps perdu, finalement, on est en train de se rallier petit à petit à la position que Poutine avait exposée aux Nations Unies en septembre. Et là, il y a 2 à 3 mois de perdu. Sans doute à cause du blocage, notamment français. Bruno, le général de Gaulle disait aller vers un Orient compliqué avec des idées simples. Est-ce que là, le gouvernement, ou enfin même la coalition, si elle se monte, est-ce qu'elle ne va pas dans un Orient compliqué avec des idées un peu trop simples, justement, c'est-à-dire le piège Daesh, où à un moment on sera pris, il faut prendre en compte, pour ne pas refaire les erreurs de l'Irak, où dans le fond, les Occidentaux vont être pris entre une guerre entre chiites et sunnites. Vous avez raison, le risque, c'est toujours le précédent irakien. Au fond, c'est le début des problèmes qui aujourd'hui surgissent et nous pètent à la figure. Donc effectivement, le ton, l'obligation maintenant d'être dans cette guerre contre Daesh, le ton extrêmement belliqueux du président depuis 2 ans, fait qu'on passe à l'action maintenant et qu'il n'y a plus d'autre choix que de faire une guerre totale contre Daesh, avec les risques que ça comporte de contagion dans la région. Oui, mais le problème, c'est que cette idée qui est effectivement simple, vous l'avez dit, c'est-à-dire détruire Daesh, il faut rappeler quand même que ça fait 1 an et demi qu'on a une coalition de 20 pays qui quotidiennement bombardent, avec bien sûr 80% de frappe américaine, qui n'est pas le pays le moins outillé au monde. Ça n'a rien à voir avec les 150 bombardements quotidiens de l'armée américaine en Irak, et là on est quand même sur des missions si on veut vraiment détruire et éradiquer Daesh, comme explique Le Drian, il faut évidemment des troupes au sol. Des troupes au sol, on en a depuis 1 an et demi, ça fonctionne pas, ou du moins pas tout à fait, notamment je pense à l'armée irakienne. Les Kurdes, ça marche un petit peu mieux, mais donc il faut quand même là aussi au niveau de la coalition mettre en place des choses sur le terrain. Il suffit pas de dire on va intensifier les frappes et de le faire pour nettoyer effectivement ce terrain. Et donc là on retourne effectivement, vous avez raison, à une problématique qui était celle de... Pourquoi il ne va pas voir les Turcs, François Hollande? Il pourrait aussi aller voir les sunnites. Il dit qu'il parle avec les Turcs, avec les Iraniens, mais on a vu encore une fois dans cet épisode de l'avion russe abattu par la Turquie qu'on est dans une espèce de pétosière diplomatico-militaire et que à l'évidence c'est pas François Hollande, même à l'issue de sa
retourner qui va réussir à résoudre tout ça. Et je pense que cette coalition, elle ne il vaudrait mieux quand même verra jamais le jour. Il vaudrait mieux quand même qu'il débouche sur un début de solution diplomatique, parce qu'au terme d'une semaine où on le voit partout se déployer, pour François Hollande, qui a sans doute bien réagi après les attentats du 13 novembre, il va falloir qu'il agisse. Notamment sur ce terrain-là, avec des résultats concrets. Allez, il reste 2 minutes, on parle des régionales, parce qu'on avait oublié, même les politiques ont oublié, enfin, ils n'oublient jamais réellement la politique, elle n'est jamais loin. Non, mais vous avez raison, elles sont passées totalement au second plan. Et c'est dans 15 jours. Après ces attentats. La campagne n'a pas commencé, c'est chronique d'une campagne qui ne commencera peut-être pas. Qui n'aura pas lieu. Il y a la COP21. Mais il y aura bien un vote. Il y a la COP21 la semaine prochaine, et tout ça va être absorbé. D'abord, il y a l'hommage vendredi. Tous les candidats ont repris la campagne ce week-end. La COP21 fait qu'elle va passer au second plan. Petite semaine de campagne, c'est historique. C'est même historique également des élections en plein état d'urgence. Est-ce que, alors il faut faire très attention au mot qu'on emploie, mais est-ce que la gauche, d'après vous, est-ce qu'en tout cas la gauche peut profiter de l'image de François Hollande qui s'est un petit peu requinqué? Dans le fond, il a été le père de la nation. Oui. Et les gens se sont sentis... Bon, il a fait le job. Il a été le père de la nation, quoi. Ce qui est certain, c'est que François Hollande, lui, a requinqué. Et 3 ou 4 études d'opinion en quelques jours viennent de le montrer. Il a un rétablissement assez spectaculaire, comme après janvier, même si les ressorts sont différents. Et puis, effectivement, vous avez raison, c'est sans doute pas du long terme, puisqu'on a vu que même après janvier, il s'était rapidement dégradé. Et puis, deuxième élément, est-ce que ça va influer sur les listes socialistes? Les sondeurs ne sont pas tout à fait d'accord, il y a des avis divergents. Moi, je ne crois pas vraiment que l'exécutif et sa bonne tenue dans les sondages ces derniers jours aura véritablement un impact sur les votes socialistes. Je ne pense pas que la gauche échappera à un vote sanction. Les listes socialistes ne gagneront pas plus. Peut-être une région de plus à la marge, j'en sais rien, mais je ne vois pas de modification. Je vois que le FN qui puisse profiter de... Et pourquoi, en fait, parce que ce sont leurs thèmes, parce que... Leur cœur de cible, leur cœur de marché parce qu'il y a aussi une partie de l'opinion qui n'est pas contente et qui pense que... Donc ça veut dire qu'il faut un amalgame. Très clairement. Puis il y a aussi cette idée que depuis des mois, entre musulmans et terroristes, depuis des années, on a laissé les choses s'enquister et qu'il y a une partie de l'opinion qui est déterminée à toujours voter François Hollande. Au fond, c'est la consolidation aussi d'une dynamique qui existait avant le 13 novembre. Et puis une dynamique... qui est amplifiée. Une dynamique à laquelle répondent certains éléments du dossier. Je pense notamment au cas des 2 kamikazes du Stade de France, qui sont visiblement passés par la route des migrants, passés par la Grèce. Et effectivement, là, ça résonne, ça ne peut que résonner mécaniquement avec le discours traditionnel du Front National, et notamment ces prises de position des derniers mois sur les migrants. Donc, à l'évidence, s'il y a un parti qui devrait bénéficier... Vous verrez que dans les prochains jours, on retombera sur la discussion. Les socialistes doivent-ils ou non retirer leur liste dans les régions où il y a danger au Front National? On verra ça. Merci beaucoup à tous les deux. À très vite. Merci. Ensuite.